La bande dessinée à l'auteur, la bande dessinée à l'honneur avec mon invité aujourd'hui. Nous allons évoquer plein de choses, de l'histoire, de belles bandes dessinées, mais aussi le fameux cimérien Conan. Tout cela en compagnie de Ronan Toulotte. Bonjour Ronan. Bonjour. Alors, on va s'intéresser à plein de choses. La BD, bien sûr, c'est une grande partie de votre vie, de ce que vous faites. Mais vous ne faites pas que ça, vous faites des illustrations et dans plusieurs domaines. J'ai Tout à été fait. voir un site qui est très très bien fait, qui s'appelle Creart Design Studio. Tout à On en fait. reparlera également. Avant de parler de tout cela, j'aimerais qu'on en sache un peu plus sur vous, d'où vous venez, quel âge vous avez et surtout comment vous en êtes venu à la BD. C'est une longue histoire. Alors j'ai 33 ans. Moi, le dessin, ça fait partie de mon ADN. Je suis issu d'une famille en partie bretonne où le grand-père était artisan artiste et qui cultivait beaucoup le dessin de manière générale. Ce qui fait que, oui, familialement, et cette culture du dessin était toujours très présente. Cette culture du dessin dans le vif, le dessin d'observation, aller faire des aquarelles avec mon père dans la campagne en vacances, c'était récurrent. C'est lui qui m'a aussi initié, enfin, qui m'a emmené dans des cours de nu pour m'initier à l'anatomie, etc., etc. Donc le goût du dessin était là, et puis évidemment la BD aussi était, tout ce pan de culture populaire était toujours très présent à la maison. Mes parents, principalement mon père, a grandi avec Spirou, puis Mad, donc c'est aussi quelque chose qui m'a transmis. Et à la maison, des BD, il y en avait beaucoup, donc forcément, quand on dessine, on commence à recopier nos idoles de l'époque. Moi, c'était principalement du franco-belge, donc c'était Buck Danny, c'était Barbe Rouge, c'était mon époque avion où j'avais aussi tous les Francis Bergès et Beagles et compagnie. Mais voilà, donc à partir de 10-11 ans, j'ai commencé à faire mes propres BD, à recopier les autres et en même temps vouloir faire ça vraiment, donc et apprendre à comment faire. Après, pour mes parents, c'était forcément des métiers à risque et on me disait toujours, bon, prends toujours un plan A avant de Et un faire ton plan plan B. B. On entend beaucoup Voilà, parler de ces plans en ça ce tombe moment. bien. Donc moi j'aimais ça aussi. J'ai suivi un cursus scientifique. J'ai toujours aimé ça, sachant que une de mes autres passions était les avions. Et entre 10 et 18 ans, je voulais être pilote. Et malheureusement, ma vue qui s'est mis à baisser à ce moment-là, et ben, m'en a empêché. Donc je me suis rabattu sur mon plan B. Mon premier plan B, c'était l'école d'ingénieur. Donc j'ai suivi un cursus scientifique tout en continuant à dessiner énormément. Parce que ça, c'était fondamental. À la maison, il n'y avait pas de télé ni de jeux vidéo, que tu as un choix parental qui se respecte rétrospectivement, ce qui fait que je dessinais énormément. Mais je complétais ma culture geek chez les copains, donc je me suis enquillé chez des copains énormément de films, de séries B, de jeux vidéo aussi qui ont nourri tout ça. Et donc j'ai rencontré Vincent Brujas au lycée où on s'est dit, là lui écrivait aussi de son côté et quand j'ai lu ses premiers écrits, je me suis dit mais ce gars-là écrit exactement ce que j'ai envie de dessiner. Et donc comme c'était un copain de ma sœur, on s'est rencontrés et au final lui il draguait ma sœur, mais au final ça finit avec moi. Enfin, c'est ce qu'on dit toujours. Et on s'est dit à deux, ouais, voilà, il y a quelque chose. Quand j'ai illustré ce qu'il écrivait, il s'est rendu compte enfin, il avait l'impression que j'avais pris les images dans sa tête. Donc voilà, on s'est dit, bah, il y a peut-être quelque chose qui fait que on va bosser ensemble. Et à partir de nos 18-19 ans, on a commencé à monter des projets tout en faisant nos études respectives. Donc pour Vincent, des études d'histoire et pour moi, donc un cursus scientifique à la fac avant de faire une école d'ingénieur. Donc on a été voir éditeur sur éditeur, en montant des projets et en montant projet sur projet, en se plantant, en ayant des retours souvent négatifs mais toujours très constructifs et qui nous ont beaucoup aidés. Et de fil en aiguille, bon bah on a fini par apprendre à être un peu mieux, un peu meilleur.
Et jusqu'à donc 2007-2008 où on propose, où Vincent décide d'adapter en BD l'idée qu'il avait eue pour en faire un roman, ce sur quoi je l'avais rencontré quelques années plus tôt. Et ça donnera Belox 109 chez Achilleos, qui est signé, le contrat est signé en 2008. À partir de là, c'est parti. Moi, 2008, c'était aussi la fin de nos études respectives. Moi, je venais d'avoir mon diplôme d'ingénieur, je venais de passer 6 mois de fin d'études qui m'avaient révélé que c'était pas vraiment pour moi et que ce qui fondamentalement me faisait vibrer, c'était le dessin et forcément la bande dessinée. On venait de signer Bloc 109, je me suis dit allez, je me lance. Je me suis donc mis à mon compte. Et à partir de là, j'ai jonglé entre bande dessinée, illustration, graphisme, jusqu'à aujourd'hui où je ne fais quasiment plus que de la bande dessinée. Mais ça ne veut pas dire que d'autres univers ne vous intéresseraient pas. J'ai vu que le monde ludique pourrait vous intéresser. Récemment, Tout à fait. on a vu un petit live sur une illustration Warhammer 40 000. Pour ceux que ça parle, c'est du jeu de figurines à peindre. Ça veut dire que il y a plusieurs univers qui vous parlent et autre chose que la bande dessinée. La bande dessinée, pour moi, c'est un médium qui permet de raconter des histoires. Qui est passionnant parce qu'il regroupe plein d'aspects, il regroupe le dessin, il regroupe le graphisme, la mise en scène, la narration. Mais au travers de ce médium, on peut raconter tout ce qu'on veut. Et de fait, quand on fait ce métier-là, en tout cas quand on dessine, le plus important est d'être curieux. On grandit aussi baigné dans des univers ludiques, des univers qui vont mythologiques, je dirais, parce que si que ce soit les mythes, les réels mythes humains ou les nouveaux mythes, qui soient super-héros ou Warhammer en est un. L'univers que Game Workshop a créé avec Warhammer 40 000 est tellement riche, tellement puissant que il y a aussi des grands mythes qui se retrouvent dedans. Donc c'est des univers qui sont passionnants et qui nourrissent l'esprit, qui nourrissent la tête d'images puissantes et fortes, qui donnent évidemment envie de les dessiner, de les raconter, de raconter ces images qu'on a en une seule illustration ou tout ça, ou en BD. Tout ça pour moi est mêlé et c'est des exercices différents, mais à la finalité, c'est toujours de raconter quelque chose et de transmettre quelque chose au travers d'une image forte ou de quelques pages puissantes aussi. Et puis on peut parler de transmédia dans cet univers d'illustration parce que on s'aperçoit que beaucoup d'univers se recoupent. On va parler de Conan dans quelques temps. Conan, c'est un roman, on le retrouve en BD, mais on l'a retrouvé en jeu de société. On va retrouver prochainement Salomon Kane, qui est aussi un roman qui a été adapté au cinéma, les séries. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et du coup, on se retrouve avec des univers qui s'entrechoquent et qui se rejoignent. Hein. Tout à fait. Mais c'est encore une fois, c'est ce qui est passionnant dans le métier qu'on fait. C'est l'univers est créé et cet univers est un terreau dans lequel tout le monde peut venir s'amuser. Que ce soit par la peinture, l'illustration, la bande dessinée, le jeu vidéo, la série ou le film. C'est quel que soit, effectivement, c'est ça, hein, c'est transmédia, hein, quel que soit le médium, on raconte quelque chose dans un univers particulier et on éclaire une petite partie de cet univers qui est forcément très riche. Alors vous avez évoqué votre couple entre guillemets avec Vincent Brogias, le roi des ribots, tout récemment Iradei. C'est facile de travailler avec quelqu'un quand il y a une connexion comme ça, et est-ce que ça en est plus difficile de se lancer dans des projets tout seul ou d'essayer de travailler avec d'autres personnes? Alors c'est vrai que c'est particulier. Avec Vincent, on se connaît depuis longtemps. Il y a une réelle connexion où on a les mêmes goûts, on a les mêmes envies et on sait ce qui fait vibrer l'autre dans l'image, dans la narration, de ce qu'on va mettre. Donc il y a une vraie patte à deux qu'on a construit depuis 15 ans. Et en même temps, et c'était une sorte d'évidence. Moi, j'ai travaillé avec d'autres scénaristes que j'ai rencontrés au cours sur les 5 dernières années à peu près. Et c'est vrai que c'est pas pareil, mais en même temps, il n'y a pas le passif que j'ai avec Vincent, donc c'est pas la même chose. Travailler avec quelqu'un,
moi j'adore parce que il y a toujours ce moment du ping-pong où on travaille, on construit quelque chose à deux et les idées de l'un viennent nourrir l'autre. Donc c'est ce qui est passionnant. On n'est pas sur, il y a plus d'ego, on est vraiment sur une œuvre qu'on construit à deux. Et c'est une vraie, il y a une vraie motivation derrière. Il y a une émulsion aussi. Voilà, c'est plein de choses. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et après, effectivement, en fonction des scénaristes avec qui j'ai bossé, bah, on a plus ou moins d'acquaintance ou pas. Et vous arrivez encore à vous surprendre tous les Ouais. deux? Ouais. Ça doit être magique du coup. Ouais. Ça, c'est un des moments que je préfère. C'est-à-dire que quand Vincent me parle d'un scénario, il me parle dans les grandes lignes. Je sais les directions qu'il prend, mais quand il écrit, il se réserve toujours. Mais lui-même se surprend, c'est-à-dire que quand il écrit, il va se dire mais là, tac, il y a une connexion qui se fait et je l'écris parce que c'est évident. Et moi, je suis le premier lecteur et effectivement, j'ai toujours cette surprise. Et c'est ce que j'adore aussi parce que c'est là où on voit il y a des connexions. C'est son écriture me fait quelque chose, me génère des choses, me génère des images fortes. Et quand je lis son scénario et quand j'ai ces images fortes qui pop-up comme ça, ben, c'est là où je me dis, bah oui, c'est évident. Mais de la même manière, quand je lis un roman ou quand je regarde un film ou une série, c'est quelque chose on peut pas trop mettre de mots dessus, où on se dit, voilà, là, il y a quelque chose qui prend, ça me prend en trip, ça joue avec mes émotions. Il y a vraiment quelque chose qui prend. Et avec à la lecture des scénarios de Vincent, c'est exactement ça. Mais je le retrouve aussi en lecture de roman. Par exemple, le dernier gros coup de cœur, c'était la religion de Tim Willox. Avec sa suite, Les 12 enfants de Paris. Ce type a une écriture qui est telle elle me transporte vraiment. Donc c'est vraiment lié voilà, à une accointance avec une écriture particulière ou une approche, comme je peux l'avoir avec certaines séries ou certains films, qui va vraiment rentrer en résonance avec moi et qui va me générer d'autres choses, qui va me générer des envies d'illustration, des images, des choses comme ça. Alors ce qui est fort avec ce couple, encore une fois, c'est que malgré les ouvrages, on arrive à toucher des styles différents. Ouais. Autant Le Roi des Ribauds, on est dans un univers plutôt sombre, avec des images très noires. Avec Iradei, on arrive à l'éclatante lumière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un contraste entre les deux. Et donc, du coup, votre manière de travailler est vraiment différente à chaque fois. J'essaie de me remettre en question à chaque fois, avec Vincent, globalement, sur les projets qu'on a fait ou sur lesquels on se projette. On essaye toujours de se remettre en question et de changer, de pas ronronner, de pas rester dans notre zone de confort. Donc en effet, quand on est avec Bloc 109, on est sur de l'Uchronie. Après, ça rimait aussi avec le fait que je ne savais pas ancrer à l'époque ni mettre en couleur. C'est pour ça que j'avais opté pour des pages dessinées au crayon avec une couleur sépia très, très légère. Puis de fil en aiguille, au fur et à mesure des albums, j'ai fini par apprendre à faire de l'ancrage, j'ai fini par apprendre à faire de la couleur. Quand je me suis senti prêt, on s'est lancé sur Le Roi des Ribauds, un projet qui a longuement mûri, puisque c'est une idée qu'on a depuis 2003. Et quand on s'est lancé, je savais comment je voulais le faire. Je savais que c'était un polar noir, c'était du thriller urbain, et je voulais en faire quelque chose effectivement de très sombre, de très noir, avec des ancrages très américaines, très 100 Bullets ou très Sin City. Parce que Frank Miller ou Eduardo Risso et encore d'autres comme Alex Todd, enfin plein de dessinateurs américains chez qui le noir est très présent, qui m'ont beaucoup inspiré. Je voulais ajouter ma patte à l'édifice en fait. Mais et au fur et à mesure de l'élaboration du Roi des Ribauds, voilà, je commençais à m'exprimer. Puis de plus en plus, il y avait cette envie avec laquelle on discutait avec Vincent, c'était de faire de la grande série d'aventures. Je suis aussi un gros fan du travail de Mathieu Bonhomme ou de la philosophie d'un Mathieu Laufray ou d'un Alex Alice. Et quand on a créé Iradei, c'était cette logique-là, faire de la grande série d'aventures, mais forcément il fallait revoir le trait, il fallait que je change mon approche. Et le noir devait laisser place à la lumière, évidemment. Et puis il y a aussi un contraste de format. Quand on prend Le Roi des Ribauds, qui est juste énorme, je ne sais pas combien de pages ça fait, mais 150. Et Iradei, le format BD 50 pages, c'est pareil, vous êtes obligé de travailler sur différentes durées. On ne peut pas traiter l'histoire de la même manière.
Pas du tout. Dans les deux cas, ce sont deux choix d'auteurs, évidemment. Chez Aquileos, qui est une petite maison d'édition, donc chez qui Qui fait du super travail. Hein, qui fait du super travail, donc chez qui est le roi des ribauds. Nous, on adore ce type de format, ce type de gros format dit comics avec forte pagination. Pourquoi ? Parce que ça impose une forme de narration qui est très très libre. Si on veut rajouter 2 pages parce que notre scène nous semble trop courte, on rajoute 2 pages, c'est pas grave. On est à 4-5 cases en moyenne par page, ce qui permet d'être très très fluide en fait sur la narration et d'être très très lâche. Donc c'était avant tout et en premier, comme on est aussi des gros lecteurs de comics et de mangas, c'était ce type de narration qu'on voulait mettre en avant, qu'on voulait amener. Et avec Aquileos, on a parlé un petit peu des formats possibles et c'était celui-là qui était le plus évident. On avait déjà commencé avec notre bloc 109 initial, on était sur ce format-là mais en souple. Et puis petit à petit, on avait testé différents types de formats. Est-ce qu'on fait 2 fois moins de pagination ou on reste sur du 150 ? Voilà, on est arrivé au final à 150 qui était le bon ratio en termes de pavés et de densité d'histoire. Et puis aussi, bon voilà, il fallait pas mettre 2 ans à faire un album. Donc voilà, un album comme le Roi des Ribauds, après je suis relativement rapide, ça me prend 8 mois à peu près, 8 mois de travail, tout compris. Quand on est arrivé, quand Dargo, qui avait lu Le Roi des Ribauds, nous ont dit on adore ce que vous faites, proposez-nous quelque chose, et donc on leur a proposé IRADI, c'est évident qu'on allait sur du franco-belge, sur du format franco-belge, parce que Dargo, traditionnellement, ne font que ça. Mais nous, ça nous tentait aussi, parce que après 3 tomes du Roi des Ribauds dans ce format-là, on se disait, bon voilà, c'est là aussi, on change de série, on change d'ambiance, mettons-nous aussi au challenge en changeant de format. Et ce qui impose un autre type de narration. Il y a beaucoup plus de cases par page. On ne raconte pas de la même manière. On est beaucoup plus. On doit faire des vrais choix narratifs qui doivent être plus percutants. Donc c'est plus dur pour l'un comme pour l'autre. Mais en même temps, c'est valorisant. C'est-à-dire qu'on voulait un premier album pour IRADI, un premier tome qui soit dense, qui présente tous nos personnages et qui en même temps finisse quelque chose. Et voilà, je pense qu'on ne s'est pas trop gouré là-dessus. Et dans les deux, on touche à l'histoire, c'est-à-dire que quand on lit les deux, que ce soit les Ribauds ou IRADI, on a l'impression que vous racontez de l'histoire. Alors, c'est romancé, on imagine qu'il y a un travail derrière de Vincent pour trouver l'histoire qui va pouvoir être adaptée. Vous travaillez ça à deux ou c'est vraiment Vincent qui travaille l'histoire et qui vous la propose ? Alors, on est tous les deux des grands fans d'histoire, Vincent plus que moi quand même, parce que Vincent, là pour le coup, c'est vraiment son ADN. Lui, il est plongé dans des bouquins d'histoire depuis qu'il a 5 ans. Et il a fait des études d'histoire, donc. Mais lui, ce qui le passionne, c'est effectivement raconter des histoires dans l'histoire. C'est partir d'un fait historique plus ou moins connu, de tirer la pelote de laine et d'en faire de tracer l'histoire de ce petit fait dans l'ombre de la grande histoire. Donc ça, c'est un peu notre leitmotiv depuis un certain temps déjà. Le Roi des Ribauds était parti de ça déjà, puisque l'idée du Roi des Ribauds vient de la lecture des Rois Maudits, le 7e bouquin des Rois Maudits, qui est plus un récitatif historique de faits, raconté par un évêque, et à un moment, ce type-là cite le Roi des Ribauds. Et puis après quelques recherches, on s'est rendu compte que la charge avait vraiment existé, était créée par Philippe Auguste, mais qu'elle était très très peu recensée, de fait, parce que le personnage était un homme de l'ombre. Et là, on s'est dit, c'est génial, on a un personnage emblématique, on a un mafieux au service du roi. Et il y a tout à faire. Et il y a tout à faire. Il n'y a rien, c'est-à-dire qu'aucune réalité... Enfin, il n'y a pas de recherche historique dessus, ou très peu. Donc, surtout sur l'époque qu'on a choisie, donc on fait ce qu'on veut. Et c'était vraiment le créneau qu'on voulait faire, c'est-à-dire raccrocher le lecteur à une période qu'il connaît, où de fait on n'a pas besoin de lui expliquer tout un univers, et tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec un personnage qui rentre dans son action et qui est tout de suite incarné en tout cas par notre Roi des Ribauds, ce qui est plus facile pour faire entrer des histoires plutôt complexes, surtout quand on a plein de personnages.
Et vous, en tant qu'illustrateur, ça vous oblige à faire des recherches pour être plus proche, le plus proche possible de l'image, parce que Tout à fait. là, quand on parle de Iradei, on parle de périodes recensées, Ouais. avec des guerriers qui viennent du Nord et Tout à fait. des barbares, Tout à fait. et on peut pas dessiner n'importe quoi quand on parle de cette époque-là. Non, non. Donc, que ce soit dans le Roi des Ribauds ou dans Iradei encore plus, il y a une base de documentation très solide. Iradei, c'était ça aussi. C'était là pour le coup, je reviens sur le challenge, c'était être encore plus dans la lumière de l'histoire quelque part, puisque là tous les faits historiques qu'on relate dans l'album sont réels, se sont vraiment passés. Sauf nos personnages principaux qui ont plus ou moins existé, vous le verrez à la lecture. Et là, en effet, la recherche a été plus longue et plus dure aussi parce que c'est une époque qui est méconnue. Iradei se passe dans le bassin méditerranéen en 1040 avec des Byzantins, des Arabes, des Varegs et plein d'autres peuplades qui peuplent tout le pourtour méditerranéen. Et là, trouver, c'était assez compliqué. Donc, mais j'adore ça. Donc, quand je crée mes personnages, je me base toujours sur de l'iconographie. Et trouver des costumes, des designs, des choses, ça m'alimente en fait et ça me permet de créer et de poser plus facilement les choses. Et ça donne aussi corps à l'univers. C'était pas évident parce que les Byzantins, par exemple, c'est assez kitsch. Enfin, les costumes, les armures sont très 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 chargés. Donc, il a fallu faire aussi des choix pour que ce soit plutôt graphique et puis que ça soit plutôt moderne, tout en restant historique. Mais après, on met surtout en avant les Varegs, ces fameux Vikings qui étaient au service de Byzance, et eux ont vraiment vraiment la classe. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de choses il y avait de quoi faire. Le Normand aussi, qui est un aventurier, on est loin de la notion du chevalier. À l'époque, le chevalier n'existe pas. Il y a des nobles, mais c'est avant tout tous des guerriers, et les Normands sont des descendants de Vikings. Donc, mais voilà, il n'y a pas le chevalier tel qu'on le conçoit 100 ans ou 200 ans plus tard. Donc on est vraiment sur de l'aventurier, c'est une époque qu'on pourrait assimiler à celle du western. C'est de la conquête de territoire, des petits groupes de Normands qui se taillent des petits royaumes et puis qui font leur commerce avec tout le reste. Il y a des grosses zones d'influence. Les Byzantins et les royaumes arabes se font la guerre ou commercent beaucoup ensemble. Enfin, tout ça est une question de sous avant tout. Donc c'est aussi une époque qui est assez proche de la nôtre, entre guillemets, par certains aspects. Et puis toujours ces relations tendues entre les personnages, et puis on va pas tout raconter parce que il y a des rebondissements, il y a des traîtres forcément, il y a des personnages qui jouent un double rôle. Iradei, donc c'est sorti en ce début d'année 2018. Vous êtes en train de tourner un peu partout pour des séances de dédicaces et pour le faire découvrir. Ouais, tout à fait. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps. J'essaie de limiter, j'en fais environ 2 par mois sur les 4-5 premiers mois qui suivent la sortie. Ça fait partie de la promo d'un album, ça fait partie du travail qu'on fait aussi avec les libraires, parce que ça reste quand même nos vendeurs, évidemment. Donc voilà, demain et vendredi, je suis à Bruxelles à la Foire du Livre. Samedi, je suis à Rennes à la Nef des Fous. Nouvelle librairie qui s'est créée l'année dernière par un copain. Et en mars, je calme un peu le jeu. Je serai juste à Quimper le 12 mars prochain. Et après, avril, par contre, ça reprend un peu sévère parce qu'on sera à Pau avec Vincent, puis à Caen. En mai, on sera en région parisienne à Puteaux. Et puis en juin, c'est un peu relâche. Et tout ça en habitant au Mans. Oui, tout à fait. Donc proche de chez nous. Et puis après, ça va être à nouveau la course parce que l'actualité, ce qui a été annoncé, c'est bien sûr tout à fait. ces adaptations, parce que du coup, c'est un gros coup que Glénat fait avec plusieurs BD. Et à chaque fois avec des couples, des couples, mais différents pour chaque tome autour de Conan le Cimérien. Exactement. C'est un vieux projet chez Glénat, puisque il faut savoir que quand on a sorti Le Roi des Ribauds, le premier tome en 2015, à Angoulême, le samedi soir, je recevais un message de Jean-David Morvan qui me demandait si ça nous disait à Vincent et moi de faire en tout cas de faire une histoire avec un barbare connu. On s'en doutait un peu lequel. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup.
Mais donc je le rappelle, il m'explique le projet et en fait Jean-David, qui est un vrai curieux et qui nous suivait depuis un bout de temps, avait proposé nos noms à Glénat, qui était en train de, sur ce projet-là, qui était en train d'assembler toutes les équipes. Et quand Le Roi des Ribauds est sorti, ça a convaincu Benoît Cousin, l'éditeur chez Glénat, qui s'est dit OK. Donc dans la foulée, on a signé le contrat. À la base, il nous avait proposé, comme on arrivait parmi les derniers, il y avait pas mal de nouvelles de Howard, parce que j'y reviendrai après, mais c'est le but de la série. Il y avait pas mal de nouvelles originales de Howard qui étaient déjà prises par certains des couples d'auteurs. Nous, on a choisi le Colosse Noir, qui était étrangement pas choisi dans celle qu'ils nous avaient proposée. Ils ont tout de suite dit d'accord, et puis c'est parti. Le but de cette série chez Glénat, c'est de reprendre les œuvres de Howard dans le texte, qui sont libres de droit. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Conan le Cimérien et non pas Conan le Barbare, qui est détenu, dont les droits sont détenus par Paradox Press aux États-Unis. Et là justement, le petit jeu de juridique était de jouer sur les œuvres, les nouvelles qui sont libres de droit et non pas de créer de nouvelles histoires avec Conan. Là, on n'a pas le droit. Donc voilà, chaque couple d'auteurs monté, qui devait se connaître à la base, choisissait une des nouvelles de Howard, écrite entre 1930 et 1936. Et le but du jeu était de l'adapter en un seul tome. Donc nous, on a choisi le Colosse Noir, parce que sous bien des aspects, on y voyait un Conan multiple. On voyait un Conan soldat, un Conan tacticien, un Conan qui connaît sa géographie, et un Conan proche de ses hommes aussi, qui devient général d'armée et qui a des responsabilités. Et voilà, sous plein d'aspects, ça nous plaisait. Puis il y avait aussi ce challenge, j'y reviens encore une fois, de faire de la grosse bataille rangée. Moi, c'était quelque chose qui me faisait beaucoup peur, hein. On travaillait beaucoup sur tous les petits détails, des petits bonhommes partout. Et je me suis dit, là, c'est l'occasion de se mettre en danger et de s'y essayer. Donc voilà, on s'est lancé là-dedans. Nous, Vincent a fini d'écrire son scénario fin 2015. J'ai enchaîné courant 2016 sur l'album que j'ai terminé l'année dernière. Là, je viens tout juste de terminer ce matin à mettre les dernières touches aux couleurs, parce que c'était ma deadline à envoyer tout l'album chez l'éditeur. Et voilà, là c'est parti dans les tuyaux. Et ça sortira, les premiers sortiront en mai. Il y a deux albums. Il y a Le Colosse Noir, donc avec vous et Vincent Brugéas, et puis il y a La Reine de la Côte Noire avec Jean-David Morvan, et au dessin ce sera Pierre Allary. Et puis il y a d'autres noms qui sont associés à ce projet. Il y a Timothée Montaigne, il y a Virginie Augustin, Thierry Ségur, et surtout il y a Patrice Louinet qui, dès qu'on touche à Howard, il est là parce que c'est le spécialiste mondial de Howard, que ce soit Conan et d'autres encore, tout Howard. C'était une des dimensions importantes du projet, c'était que justement Patrice était derrière ça. Quelque part, il a servi de consultant spécialiste sur les projets. Il a toujours orienté pour qu'on respecte l'esprit Conan, ou l'esprit Howard plutôt. Et ce qui était cool d'ailleurs, parce que sur certains aspects, justement, il nous a conseillé, plus que dirigé, il nous a conseillé. Et c'était toujours précieux. On ne s'est pas trop trompé, parce que le but c'était que ce soit Vincent ou moi, on n'a jamais vraiment lu les comics Conan, à part on avait vu le film avec Schwarzy, mais à part ça, pas grand chose d'autre. Il se trouve que moi j'avais lu les rééditions Conan de Brajlon un an avant, qui nous en parle. Et du coup, quand Jean-David nous a amené le projet, c'était assez frais encore. Et on a relu les nouvelles, et en fait le but c'était de faire le Conan tel qu'on le voyait nous à la lecture. Et du coup, moi, comme j'avais déjà relu toutes les nouvelles qui avaient été rééditées par Brajlon, puis là avec la relecture, disons que le Conan tel que je le voyais était assez fort. Avec Vincent, on s'est rendu compte que c'était à peu près le même. C'est là encore une fois où il y a toujours cette connexion assez marrante. Et voilà. Et en fait, Patrice a avalisé notre choix de Conan. C'est-à-dire que comme on n'avait pas en tête forcément Schwarzy ou des montagnes de muscles ou des pseudo-Tarzan tels que les Américains ont fait, quelque part, on était plus proche du texte. Et c'est ce que Patrice recherchait. C'est qu'on ne soit pas dans l'archétype tel que les Américains l'ont fait entre les années 60, entre les années 60 et maintenant.
mais qu'on ait quelque chose de nouveau. Ça va être les années Howard à venir avec le jeu de Frédéric Henry qui est sorti fin 2015 ou fin 2016, enfin c'est très récent. Les BD qui vont sortir, ce projet de série qui est aux États-Unis chez Amazon. Il y a aussi le jeu qui va arriver sur Solomon Kane qui a été annoncé là tout récemment par Mythic Games. Ce sont des univers qui sont, en tout cas chez Howard, que ce soit Solomon Kane ou Conan, on imagine très bien qu'il y a beaucoup de choses à puiser et que pour un illustrateur, ça doit être jubilatoire. C'est clairement jubilatoire. C'est d'ailleurs en plus des... là, je vais parler d'un point de vue purement personnel. Comme je suis arrivé assez sur le terrain, puis par exemple, les Solomon Kane, j'ai encore jamais lu, donc ça va être l'occasion de s'y remettre. Oui, c'est des univers qui me semblent du coup assez frais. Enfin, en tout cas, moi, je les aborde de manière assez fraîche, c'est-à-dire que je les ai jamais lus et n'ont jamais bercé dedans. Je rentre de plein pied dedans et voilà, j'y construis d'un coup quelque chose. Donc oui, c'est toujours jubilatoire à mettre en scène parce que on se dit qu'on arrive dans un terrain vierge pour nous et on a quelque chose à y faire. Est-ce qu'il y a comme ça un univers ou un héros particulier qui vous travaille depuis quelques années et que vous aimeriez mettre en image, ou est-ce que vous avez déjà pensé à quelque chose d'original et que vous gardez sous le coude? Alors justement, c'est intéressant ça, parce qu'on est dans une... on est aussi... attention, je vais pas cracher sur ce qu'on a fait sur le Conan, mais on est dans une période où les reprises, où les héros d'hier continuent à vivre. Et je pense qu'on doit être... c'est important qu'on soit aussi dans la période où les nouveaux héros de demain vont être créés. J'ai la prétention de me positionner sur ce deuxième point, même si ça a été un grand kiff de faire le Conan, mais justement parce qu'on avait cette carte blanche de faire le Conan qu'on voulait. Créer les héros de demain, et c'est ce qu'on essaye de faire avec le Roi des Ribauds, avec Iradei, avec nos petites mains. C'est bien plus valorisant parce que autour d'un personnage qui a un certain charisme, qui représente aussi, qui a une iconographie, c'est-à-dire dans un bon design de personnage, on doit toujours le reconnaître de loin, de près. On essaye aussi de créer toute une mythologie derrière et tout un autre univers. Aujourd'hui, on est dans des héros historiques, dans des univers historiques, mais demain, Vincent comme moi, on va peut-être se positionner sur des personnages dans des univers complètement imaginés. On en a déjà en tête, mais voilà, après c'est une question de moment, de quand le faire, de comment le faire, mais on en a déjà, ouais, toujours. Puis on est constamment en ébullition créative entre guillemets, donc ouais, c'est toujours présent. Donc là, ouais, de fait, j'ai pas spontanément de personnages, de héros historiques, qui ont déjà été créés, qui me plairait de les remettre en avant. Je préfère plutôt me concentrer sur ce qu'on va créer, nous. Quand on parle de Iraderi, du Roi des Ribauds, on évoque l'histoire de France, l'histoire du monde. Je vous ai vu dessiner récemment un Stormtrooper de Warhammer 40 000. On touche à la science-fiction. Est-ce que c'est un univers qui vous tenterait un peu plus? Ouais, enfin, en parallèle, je veux dire, pas abandonner l'histoire pour faire que ça, mais on peut jouer avec différents univers. C'est ça qui est magique. Exactement. Et d'ailleurs, c'est typiquement... Il y a deux choses. C'est-à-dire que l'univers de Warhammer 40 000 a de ça d'être extrêmement riche et générateur d'images. Pour justement pour un illustrateur, c'est du bonheur. C'est-à-dire qu'on est sur des rails, on choisit le moment, la scène qu'on veut dessiner, et puis on y va. C'est un univers baroque, très riche, très sombre aussi, mais dans lequel on peut créer des histoires à n'en plus finir. Ceci dit, si moi avec Vincent ou avec d'autres, on allait sur cette thématique de la science-fiction, je pense que notre principale source d'inspiration serait du Warhammer 40 000. À défaut d'y faire des albums, hein, parce que mine de rien, on reste quand même sur une licence qui est extrêmement... marchande, où la manière de gérer de Game Workshop jusqu'à ces derniers temps était avant tout marchande plus que créative.
même s'il commence à changer un petit peu. Mais voilà, si on avait créé on avait à créer un univers de science-fiction, on irait sur ces types d'inspiration-là. En tout cas, ça ferait partie de nos aspirations profondes, ça c'est clair. Il y a du beau à venir, donc avec Ronan Toulhaut et Vincent Broujas. Iradei, qui est paru en ce début d'année 2018, au mois de janvier. Vous pouvez en profiter aussi pour vous replonger dans Le Roi des Ribos chez Akileos. Alors, Iradei, c'est chez Dargaud. Le Roi des Ribos, c'est chez Akileos. En plus, c'est en 3 gros tomes et l'histoire est terminée. Exactement. Elle s'est terminée fin d'année 2017. Alors c'est un premier cycle qui est terminé, qui conclut un arc, clairement. On a envie d'y revenir avec un deuxième cycle, mais qui se passera quelques années après celui-ci. Donc pas d'inquiétude, on finit pas sur un gros cliffhanger où où vous avez encore faim après. Non, au contraire, on résout toutes les choses. On laisse juste quelques pistes pour le futur. Et quand on reviendra avec un deuxième cycle, ce sera pour faire une autre histoire avec nos personnages vieillissants et d'autres qui seront arrivés. Et puis arrivé au mois de mai, donc cette fameuse série sur Conan le Cimérien, on précise bien, d'après l'œuvre de Robert Howard, avec le Colosse Noir et la Reine de la Côte Noire. Le Colosse Noir, c'est avec vous, Ronan et Vincent, qui paraîtra au mois de mai. Tout à fait, c'est ça. Merci beaucoup. Et puis peut-être qu'on vous reverra proche de chez nous, parce que la librairie Bulle, si vous êtes au Mans, on va vous revoir. Et puis j'aimerais attirer tout particulièrement aussi, parce qu'on en a glissé 2 mots, sur votre site internet créart-designstudio.fr. C'est votre site où on peut voir votre travail, ce que vous faites, vous le présentez. Ouais, c'est en fait pour la petite histoire, quand je me suis mis à mon compte en 2009, quand on est un indépendant, comme n'importe quel auteur de bande dessinée ou d'illustrateur, on est enregistré juridiquement sous notre nom. Donc en l'occurrence c'était Ronan Toulhaut, on a un SIRET qui est associé à ça, mais on a aussi l'opportunité de prendre ce qu'on appelle une enseigne. Et moi à l'époque, la BD était une chose, l'illustration aussi, mais pour compléter les fins de mois, il fallait bien que je fasse rentrer des boulots de graphisme ou autre. Et ça m'a semblé pertinent de prendre une enseigne, c'était un peu du bullshit, ça donnait une impression de sérieux, de studio plus que d'un type qui travaille tout seul dans sa chambre. Et ça a marché en fait. Et la plupart des copains même à qui j'ai déjà expliqué l'astuce me disent mais non mais toi c'est normal, tu réussis, t'as ta boîte. Je dis non, c'est pas normal, j'ai pas ma boîte. C'est juste une esbrouffe, comme ça et ça fonctionne. Mais du coup voilà, je me suis basé sur cette enseigne pour créer mon site internet. Et qui pendant longtemps était justement ma référence pour mes clients pour qu'ils aillent voir un peu les travaux. J'ai gardé le nom de domaine, je pourrais aujourd'hui en créer un autre avec mon nom propre parce qu'aujourd'hui c'est plus mon nom propre qui devient une marque entre guillemets et il faut effectivement que j'y pense, mais en attendant allez sur Créart Design Studio si vous voulez avoir d'autres travaux assez variés parce que dessus on y trouve des concepts pour le jeu vidéo, pour la pub, des warm-up, des sketchs que je fais comme ça pour le plaisir, de la bande dessinée, de l'illustration, d'autres travaux d'illustration. Donc, je vous en prie, faites-vous plaisir. Créart-designstudio.fr. Merci beaucoup et à très bientôt, parce j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser et de reparler Tout bande dessinée. Tout à fait. Merci à vous.